Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour terminer la semaine. Alors vous ressentez peut-être le besoin d'être éclairé sur votre situation amoureuse, familiale ou professionnelle. Vous aimeriez peut-être savoir de quelle manière vos soucis actuels vont évoluer à l'avenir. Alors dans ce cas, je vous invite à nous rejoindre dès maintenant au standard de Sud Radio 0826 300 300. Notre voyant, médium et coach de vie Romain Delava va répondre à toutes vos questions pendant cette prochaine heure. Bonjour Romain. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Écoutez, ça va très bien. On est ravis de vous avoir avec nous. Je suis ravi d'être là, comme toujours. Où est-ce que vous en êtes de votre formation en hypnose régressive ? Oui, vous nous aviez parlé de ça la dernière fois. Oui, exactement. Écoutez, ça avance bien. Je suis en période de pratique. Donc j'ai passé mon examen avec succès, évidemment. Et donc je commence à pratiquer sur les personnes gratuitement qui veulent venir au cabinet pour tester cette hypnose régressive. Et donc là, j'ai fait à peu près une dizaine de personnes. Il faut que j'en fasse 25 pour valider ma formation et être certifié. D'accord. Donc ça avance. J'ai des gens, là j'en ai 2 cette semaine par exemple. Donc ça Mais avance en tant que bien, thérapeute, comment vous vivez ça, justement, de pratiquer ça maintenant ? Ouais, alors moi c'est super parce que c'est vraiment un voyage à chaque fois. Chaque personne est tellement différente, avec tellement d'émotions et de choses à débloquer que c'est pour moi en tant que thérapeute vraiment beau de voir ça. Et puis j'ai que des retours très favorables des gens qui me disent mais c'était une super expérience, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, que j'apprécie faire et je vois pas le temps passer parce que c'est des séances quand même assez longues et vraiment c'est pas du tout fatigant ou énergétiquement ou quoi. On pourrait croire, mais ça va. C'est peut-être parce que je suis au début aussi. Oui, voilà. Alors juste pour nos auditeurs, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés. L'hypnose régressive, en quelques mots, ça consiste en quoi exactement ? Alors c'est un type d'hypnose assez profond qui permet de débloquer beaucoup de ce qu'on appelle des blessures de l'âme, mais aussi des traumatismes, des blessures émotionnelles, psychologiques, etc. Donc c'est quelque chose qui est un peu différent de l'hypnose ericksonienne, qui est l'hypnose la plus répandue, mais qui permet d'aller plus loin en termes par exemple, de régression de vie antérieure ou dans la vie actuelle, ou de déblocage de certaines blessures qui sont profondément ancrées en nous. On va contourner les barrières du conscient pour aller chercher à la racine ce qui est bloquant. Donc c'est une hypnose un peu plus spirituelle que l'hypnose considérée comme classique, quoi. Intéressant en tout cas. Passionnant. Tout à l'heure, on s'intéressera à l'histoire, alors rien à voir pour le coup, mais de la sorcière Marie Groët. Vous en avez peut-être entendu parler chez vous, surtout si vous habitez dans le nord de la France. Et vous retrouverez aussi la rubrique de la déesse du jour. On démarre avec Abdelkrim. Bonjour Abdelkrim. Bonjour Trina. Bonjour Romain. Ouais. Voilà, pardon. Excusez-moi. Bonjour Romain. Vous nous appelez d'où ? De Malmort, en Corrèze. En Corrèze, très bien. Alors, votre femme a demandé le divorce. Oui, il y a un an de ça. Oui. Comment se fait-il ? Une femme qui m'a épousé pour venir en France, quoi, au fin de compte. Ah. Voilà, d'accord. Uniquement, je pense. Comment vous vous étiez rencontrés ? Travailler dans un orphelinat. Et moi, j'amenais des vêtements, je récupérais des vêtements ici, et je les amenais au Maroc, aux orphelinats. Voilà. D'accord. Pour les aider, voilà. Bénévolement, bien sûr. Mais vous êtes tombé amoureux ? Pas spécialement moi, mais elle, oui. Et après, moi, petit à petit, oui, je suis tombé amoureux aussi, oui. Mais c'est elle la première qui m'a dragué, on va dire. Oui. D'accord. Donc vous êtes. On a gardé contact sur Facebook par rapport au compte de l'association. Puis elle m'a déclaré sa flamme, qu'on va dire. D'accord. Donc vous vous êtes mariés finalement. En 2018. On s'est rencontrés en 2016. On s'est mariés en 2018. D'accord. Donc quand vous dites qu'elle s'est mariée avec vous pour les papiers, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Elle vous l'a avoué ? Eh bien, pas spécialement, mais arrivée ici en France, elle a commencé à chercher des problèmes et un an après, elle est partie. Ah, quand vous dites qu'elle a commencé à chercher des problèmes, c'est-à-dire ? Elle m'a dit qu'elle était maltraitée, que c'est une femme battue, qu'elle n'était pas heureuse. Voilà. D'accord. Elle a déjà les 2 premiers mois, elle appelait le 115 pour se plaindre qu'elle était maltraitée. D'accord. C'est là que j'ai commencé à comprendre que c'était par intérêt, quoi. D'accord. Donc elle a demandé le divorce ? Oui. C'était quand le divorce ? Elle a demandé le divorce. Mais c'est toujours en cours. C'est toujours en cours. D'accord. Oui, c'est toujours en cours. Depuis combien de temps alors c'est en cours exactement ? Un an et demi maintenant. D'accord. Oui, un an et demi. Et vous communiquez quand même malgré tout ensemble ? Très mal, très mal. Elle me bloque.
Elle me bloque sur son... Je peux pas l'appeler, elle m'a bloqué. Ah. Sur WhatsApp ou sur appel normal, elle m'a bloqué. D'accord. Donc elle ne veut pas me donner d'explications, elle ne veut rien me dire. Donc elle a déjà trouvé quelqu'un d'autre. Elle a refait sa vie déjà. Oui, d'accord. Déjà. Oui. Alors, quel est votre questionnement aujourd'hui exactement? Mais elle me cherche toujours des problèmes par rapport à notre enfant. Elle ne veut pas me le donner, elle me cherche des problèmes. Elle se plaint tout le temps qu'elle est pas heureuse, qu'elle a peur de moi. D'accord. Des fois, elle veut pas me donner mon enfant. En cas c'est mon tour de garde. Oui, vous avez une garde alternée qui a été statuée quand même? Tout à fait, oui. Je lis un week-end sur 2. Et la moitié des vacances. D'accord. Et là, elle ne veut pas vous le donner? Des fois, elle ne veut pas me le donner, non. Quel âge il a, votre enfant? 3 ans et demi. Il est de septembre 2019. D'accord. Bon, alors... moi, je veux savoir qu'est-ce qu'elle me veut. Pourquoi elle me cherche des problèmes comme ça? Alors, bon, nous, ça va... Alors, Romain, vous allez surtout donner votre ressenti sur l'évolution, la suite de tout ça et si vous avez un ressenti éventuel sur ce qui se passe de son côté à elle, pourquoi ça en est là Oui, alors déjà, on va se projeter un petit peu. Effectivement, je suis sur un parcours assez compliqué pour la suite. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se débloquer, mais globalement, je vais être honnête, on peut s'attendre à ce qu'elle continue de mettre certains blocages. Alors, j'expliquerai après pourquoi elle ressent certaines choses, etc. Mais on peut s'attendre à certains blocages, surtout liés à l'enfant, effectivement. Donc, il y a une forme un peu je dirais pas que c'est de la manipulation, mais voilà, c'est aussi un levier de pression ou de faire comprendre sa propre souffrance à cette personne. Et j'expliquerai ça par la suite. Mais effectivement, c'est un peu terni, c'est-à-dire une relation qui pourrait être sereine, un peu plus sereine et plus équilibrée, est ternie sur les mois qui viennent par ce genre de comportement. Mais je pense que dans tous les cas, c'est partagé. Pour se battre, il faut être deux. Ça, c'est une première chose. Puis donc, nous, on a toujours... Enfin, on remet absolument pas en cause de ce que vous dites, mais on est toujours, nous, dans comment dire, on n'a qu'une seule version. On n'a qu'une seule version, en fait, au final. Donc, on fait confiance à tout le monde. Oui, voilà. Donc, on va essayer de comprendre plutôt un petit peu les causes de ce qui mène à ça. Mais en termes de voyance pure, effectivement, j'ai un parcours assez compliqué. Je pense que ça va se calmer dans le courant de l'année 2023, plutôt sur le second semestre, voire même vers la fin de l'année, où effectivement, on a un meilleur contact, par exemple, entre vous, Abdelkrim, et votre fils. Donc, voilà, on a quand même des choses qui vont se débloquer avec le temps. Au niveau de la garde. Au niveau de la garde, voilà, au niveau des problèmes qui peuvent être occasionnés, voilà, je retiens mon enfant, je veux pas qu'il y aille, etc. Voilà, ça va se calmer un petit peu. Malgré tout, on est quand même sur un chemin assez compliqué. Je préfère être honnête sur ce plan-là. C'est votre ressenti. Moi, ce que je ressens d'autre part, c'est vraiment une grande souffrance et aussi de la peur chez cette femme. Alors, que ce soit subjectif ou que ce soit un ressenti pas forcément cohérent avec le réel, c'est une possibilité, mais en tout cas c'est son ressenti. Donc à partir du moment où c'est son ressenti, on doit le respecter. C'est elle qui ressent voilà, ça. Effectivement, il y a une grande souffrance chez elle. Je pense que c'est pas uniquement lié à vous, Abdelkrim, je pense que c'est lié aussi à un passif émotionnel ou relationnel compliqué, ou même des relations compliquées avant, dans son enfance, etc. Donc voilà, on est sur un schéma compliqué. Je rebondis sur ça. Abdelkrim, est-ce qu'elle a eu des choses, elle a vécu de son côté, elle, des choses compliquées dans son enfance, ou si vous le savez? Je sais pas très bien, mais elle a déjà eu un divorce, elle a 3 enfants avec un autre homme. Elle a déjà un divorce. Oui, ça peut. Et ces 3 enfants, ils sont restés au Maroc. On n'a pas pu les faire venir. D'accord, donc il y a une souffrance aussi de ce côté-là. Oui, moi c'est ce que je perçois. Je perçois surtout cette souffrance qui est pas forcément uniquement liée à vous, qui est liée vraiment à un passif émotionnel compliqué. Un divorce, ça reste un échec malgré tout. Émotionnellement, ça peut être vécu d'une manière très dure par certaines personnes. Après, effectivement, c'est pas une raison pour utiliser l'enfant au milieu, etc. Mais moi, je sens vraiment ça d'un point de vue médiumnité, que tant qu'elle n'a pas réglé ce problème émotionnel chez elle, forcément, elle peut créer d'autres soucis ou se sentir mise en difficulté par vous ou par d'autres personnes. C'est un schéma assez classique globalement, quoi. Voilà. Ça veut pas dire que ça va pas s'arranger, ça veut dire qu'elle a un vrai travail à faire là-dessus, et je pense que voilà, le fait de bloquer, vous disiez que vous avez été bloqué, c'est quand même un mouvement assez violent de dire là je veux plus de contact avec cette personne parce que j'ai mes blessures qui sont trop béantes, quoi, et je peux pas laisser cette personne entrer à nouveau dans mon intimité pour l'instant. Elle se sent pas prête. Elle se sent pas prête, voilà, on est vraiment sur ce schéma-là. Ça veut pas dire que ça va pas s'améliorer. Ensuite, je veux
rebondir sur un dernier point. Oui, moi, je pense que ces sentiments envers vous étaient réels et je pense pas qu'on soit dans un schéma papier, tout ça. Alors, je peux comprendre que vous pensiez ça. Moi, c'est pas vraiment mon ressenti. Je pense qu'elle vous a vraiment aimé en tant que personne et que ces sentiments ont été ternis par la relation, comme ça arrive très souvent, et par ses propres blessures et par certains comportements qui peuvent être partagés des deux côtés. Donc voilà, c'est plutôt un lent déclin d'une relation plutôt que voilà une histoire de papier un petit peu alambiquée, quoi. Donc vous ressentez ça comme ça. Moi, donc comment est-ce que le divorce va se finaliser de manière correcte, cordiale, on va dire? Alors cordial, bon, non. Voilà, ça va se terminer, ça c'est sûr. Cordialement, ce serait vraiment mentir que de dire que ça va être dans la sérénité et d'accord, oui, c'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué, ça fait 1 an et demi, vous disiez, donc on est sur un schéma déjà qui commence à être long. Bon, moi je pense que dans les mois qui viennent, on va concrétiser cette histoire de divorce et que vous allez pouvoir passer à autre chose, et vous et elle, et votre enfant aussi, hein, parce que ça fait aussi des blessures chez lui, forcément. Oui. Voilà. Mais cordialement, moi j'y crois plus. Hein. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur un schéma où il va falloir essayer de limiter la casse, chacun de votre côté, pour ne pas trop en souffrir et surtout pas mettre l'enfant au milieu. Mais on n'est pas sur un divorce qui se passe extrêmement bien, comme on peut en voir de temps en temps. C'est assez rare, malheureusement. Oui. Et d'ici combien de temps ça peut se finaliser, selon vous? Je pense d'ici la fin de l'année, peut-être septembre-octobre, quelque chose comme ça. Oui. D'accord. Et avec le fils, donc ça ira mieux entre Abdelkrim et son fils. Alors, oui, moi je vois des meilleurs liens sur la fin de l'année, effectivement. On va pouvoir se voir un peu plus souvent. De manière plus sereine et sans blocage extérieur. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Abdelkrim, pour votre témoignage. À bientôt. Allez, on va s'intéresser dans un instant à la sorcière Marie Groët et on vous attend sur Sud Radio si vous voulez être éclairé sur votre avenir ou sur l'avenir de l'un de vos proches. C'est vous qui choisissez. 0826 300 300. À tout de suite. Trina, vous allez nous parler de la sorcière Marie Groët. Oui. Est-ce que vous connaissez cette légende, Romain? Absolument pas. Non. Apprenez-nous. À l'origine, elle vient de la région Nord-Pas-de-Calais, d'ailleurs, qu'on adore. Et c'est une légende qui a pour but de protéger les enfants qui s'approchent trop près des cours d'eau de l'Audomarois, un grand marais qui date du Moyen-Âge, composé de champs et d'exploitations maraîchères et entouré de canaux et de petites îles. Mais alors, que dit cette légende? Alors, la légende raconte que Marie, d'origine étrangère, est venue s'installer avec ses 2 enfants dans une chaumière entre la forêt et le canal de Neuf-Fossés, l'autre nom du canal du bassin minier. Elle se baladait toujours avec une graouette. En picard, c'est une fourche acérée servant à ramasser les pommes de terre. C'est de là que lui est venu son surnom, Marie Graouette. Les villageois se sont tout de suite méfiés de cette nouvelle famille, à tel point qu'ils l'ont accusée d'être responsable de certaines choses qui ont commencé à se produire en même temps que son arrivée dans le village, comme par exemple les fils des métiers à tisser qui se cassaient tout le temps, ou encore des draps suspendus qui s'envolaient sans le moindre vent en faisant des bruits d'oiseaux. La légende raconte que des conseillers municipaux se sont réunis pour prendre une décision radicale contre Marie, et pour la faire fuir, ils ont mis le feu à sa maison. Seulement, les enfants de Marie se trouvaient à l'intérieur et sont morts brûlés. Toujours selon la légende, elle aurait donc décidé de se jeter dans le canal en promettant d'attraper tous les enfants pas gentils et de les faire disparaître à jamais. Depuis, si un enfant qui n'est pas sage s'approche trop du canal, Marie sortirait de l'eau avec ses longs bras et sa graouette pour les emmener avec elle au fond des eaux. C'est ce qu'on raconterait aux enfants qui sont petits quand ils ne sont pas sages. Donc elle n'est pas gentille, cette Marie Graouette. Elle n'est pas très gentille. D'accord. C'est une sorcière. Une sorcière, voilà. Oui, une sorcière sympa. Oui, c'est vrai. Muriel nous a rejoint. Bonjour Muriel. Oui, bonjour Trina, bonjour Romain. Bonjour. Bienvenue Muriel, vous nous appelez d'où? D'Occitanie. Très bien. Donc vous êtes inquiète pour votre fils? Oui, tout à fait. Alors, expliquez-nous. Alors, donc il doit passer le CAPES, là, très prochainement. Oui. Du coup, il se remet en question. Est-ce qu'il continue après, s'il va vers l'échec, est-ce qu'il redouble, est-ce qu'il continue sur cette voie-là, en sachant qu'après, il devra partir sur Paris. Et que les salaires sont ceux qui sont en tant qu'enseignants. Du coup, voilà. Donc beaucoup de remises en question, très soucieux. Alors que, en plus, il est très exigeant envers lui-même et forcément envers les autres. Il est très dur. Et voilà. Donc, je le trouve très instable là, à se re-questionner. Voilà. Donc, c'était pour savoir si ça allait aller pour lui. Est-ce qu'il va tout arrêter et chercher une activité professionnelle s'il ne réussit pas. D'accord. Alors, il veut devenir professeur de quoi? De sport. D'accord. Et depuis combien de temps il se questionne comme ça sur lui-même? Là, à échéance, là, ça arrive là de plus en plus. Ça a commencé en septembre par rapport à des amis qui avaient des revenus bien plus élevés alors que lui était toujours aux études. Ça a commencé là, en fait.
D'accord, c'est-à-dire qu'il s'est senti un petit peu inférieur, entre guillemets? Oui, toujours à faire des sacrifices pour les études et voilà, avec la peur de l'échec au bout. D'accord, il a quel âge? 23. Et donc ces prochains concours, c'est quand? Là, cette semaine, là, jeudi, vendredi. D'accord. Bon, alors Romain, est-ce que... Ah, vous avez le sourire. C'est du très court terme, jeudi et vendredi. Oui, en effet. C'est de la voyance à très très court terme. Voilà. Okay, on va essayer. Alors, est-ce que vous le ressentez de manière positive ou pas? Et puis, est-ce que vous le voyez faire aussi par la suite, peut-être? Oui, alors moi j'ai regardé un peu sur deux plans, c'est-à-dire déjà le plan académique, universitaire, scolaire comme on veut, et le plan professionnel par la suite, pour voir s'il y a une plutôt bonne projection de vie ensuite pour lui. Moi, globalement, c'est plutôt positif ce que je ressens, c'est-à-dire qu'on a plutôt des réussites aux examens, une évolution académique qui est favorable pour lui. Je pense que c'est quelque chose d'assez vocatoire aussi, donc on n'est pas prof généralement par dépit, on est prof par vocation. Ah oui, totalement. Il est très déterminé et du coup il ne voit que par ça. Donc, il a toujours voulu être prof? Oui. Bon, ça c'est une très bonne chose. Oui, et ça va vraiment l'aider. Bien sûr, ça va vraiment l'aider, cette volonté. Et puis vous parliez effectivement, ce que je ressens aussi, d'un côté très perfectionniste, parfois un peu rigide sur ce plan-là. Faut pas qu'il soit trop dur avec lui-même, mais effectivement c'est aussi quelque chose qui va lui apporter une forme de succès par la suite. Donc moi, forcément. Oui. Des fois la vie est injuste, mais pas avec lui. Globalement, ça va plutôt bien aller. Si je pousse un petit peu plus loin que cette semaine et que je regarde un petit peu son chemin de vie, effectivement, on a quelqu'un qui a plutôt de bonnes opportunités professionnelles par la suite, qui saura, alors vous parliez de partir à Paris, etc., qui saura bouger aussi pour son travail. Je pense pas que ce soit un gros problème. Pardonnez-moi, je vous coupe, mais il est obligé? Oui, malheureusement, il y a des affectations qui sont sur Paris et du coup, lui, c'est très difficile parce qu'il voit un petit peu les coûts du logement, tout ça, et il craint forcément d'être dans une précarité malgré lui. Et est-ce qu'il doit rester un certain temps, un temps imparti? Malheureusement, oui, parce que ces postes, pour redescendre, c'est très convoité et du coup, il faut avoir exercé pendant pas mal d'années. Ah, il faut plusieurs années avant de pouvoir redescendre. C'est pour ça que je disais qu'il fallait vraiment dézoomer pour voir la tendance globale, parce que si on regarde juste les mois qui viennent, forcément, c'est pas forcément le plus royal, quoi. Ce qu'il faut regarder, c'est vraiment est-ce qu'il y a une vraie dynamique de vie par la suite, est-ce qu'il y aura des opportunités professionnelles par la suite, est-ce qu'il y aura une évolution de carrière favorable pour lui, et surtout, est-ce qu'il y aura un épanouissement personnel au travail, ce qui sera le cas, vu que c'est vocatoire, c'est quelque chose qu'il veut réellement faire. Donc après, je pense qu'effectivement, il peut y avoir ce genre de contraintes matérielles et financières, mais sur un temps relativement court, c'est-à-dire on ne s'étale pas sur plusieurs années, ça peut être le temps de la scolarité, de l'école, etc. Mais après, il va développer une évolution de carrière tout à fait favorable sur un plan financier et matériel. Donc c'est quelqu'un qui saura trouver les bons postes, qui saura exercer, gagner son argent, être indépendant financièrement, etc. Donc quand on fait ce type de questions, c'est bien de regarder un petit peu sur du temps long, parce que si on regarde juste les semaines qui viennent, effectivement, on peut avoir quelques contrariétés, quoi. Tout n'est pas forcément magnifique au début, surtout quand on est étudiant, et surtout quand on est étudiant parisien, ça c'est un peu difficile, quoi, surtout en ce moment, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis par rapport à tout ce qui se passe, par rapport au professorat aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup de questionnements par rapport à la population aussi. Voilà. Oui, parce que justement, quand vous dites tout ce qui se passe par rapport au professorat, il y a aussi peut-être l'insécurité. Exactement. Est-ce que ça c'est quelque chose qui lui fait peur? Parce qu'il est enseignant, il serait enseignant homme. Donc est-ce qu'on a peut-être moins peur que quand on est enseignant femme? Je ne sais pas. Non, surtout dans le sport où il y a une vigilance à avoir aussi. Et du coup, il réfléchit beaucoup à tout ça. Et oui, ça peut se comprendre. Oui, ça peut se comprendre, effectivement. Je pense pas que ce soit des peurs réellement fondées de ce que je ressens, de ce que je vois. C'est-à-dire que je le vois pas avoir vraiment de problèmes d'ordre sécuritaire ou ce genre de choses-là. Qui est parfois des conflits, des disputes, des tensions dans un milieu comme celui-là, c'est tout à fait normal et c'est inévitable pour tous les profs qui nous écoutent. Je pense qu'ils le savent malheureusement. Oui. Mais on n'est pas sur un schéma qui serait plus négatif qu'un autre de ce point de vue-là, effectivement. Moi, je pense qu'il saura au contraire trouver les bonnes solutions, savoir désamorcer les bons conflits au bon moment et évoluer professionnellement de manière plus sereine, quoi.
D'accord. Et donc il sera dans ce secteur-là, il restera dans ce secteur-là. Alors. Moi, j'ai pas d'évolution vraiment. J'ai une évolution professionnelle dans ce secteur, effectivement. J'ai pas de reconversion par la suite ou de choses comme ça. On est plutôt dans une même dynamique qu'il aurait décidé déjà depuis un certain temps et pour laquelle il s'accrocherait, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, donc si je vous suis, les examens de la semaine prochaine, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Bon, je ne dis rien. Vous nous tenez au courant, on veut le savoir. Bien sûr, à volontiers. Merci beaucoup Myriel d'avoir été avec nous. À bientôt Myriel. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Trina McDean. Et de retour dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez, c'est Romain Delava, voyant médium et coach de vie qui répond à toutes vos questions. Donc quel que soit le domaine, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. On vous attend. On retrouve Laetitia. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour Trina, bonjour Romain. Bonjour. Bienvenue Laetitia. Merci. Vous nous appelez d'où? Alors de la Gironde. D'accord. Et ça concerne donc votre maison, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc, alors, du coup, on a acheté une maison, notre première maison en 2009 avec mon compagnon. On y est resté jusqu'en 2021. On a déménagé sur une maison plus grande maintenant. Donc, on a mis cette première maison en vente au mois d'octobre 2022. On a eu un acheteur au mois de décembre. On avait signé un sous-sein. La banque lui avait accordé son prêt, etc. Le souci, c'est qu'au mois de janvier, les taux d'intérêt des banques ont augmenté et ce monsieur-là n'a plus son crédit. Ah. Donc la vente est tombée à l'eau. Donc nous, on se retrouve toujours avec 2 crédits immobiliers sur le dos. Et donc voilà, j'aimerais savoir quand c'est qu'on va pouvoir vendre cette première maison. On aimerait bien la vendre assez rapidement maintenant. D'accord. Donc vous avez une seule maison à vendre ou 2? On a une maison à vendre et une autre maison qui est beaucoup plus grande et dans laquelle on habite et on est aussi propriétaire de cette deuxième maison. Ouais. D'accord. Alors, Romain, est-ce que selon vous, ça va se faire, ça va se vendre et qu'est-ce qui peut bloquer ? Oui, alors moi effectivement, déjà la bonne nouvelle c'est que j'ai une vente qui va se concrétiser dans le courant du printemps. Donc ça va être entre mars et mai, on est plutôt sur une temporalité assez courte, mais bon c'est pas demain non plus, voilà, donc c'est quelque chose qui va se faire. Donc je pense que j'ai d'ailleurs une belle transaction, c'est-à-dire que j'ai pas quelque chose au rabais ou voilà d'un peu embêtant, on va dire. C'est vraiment une transaction qui se fait de bonne manière. Parce que pardonnez-moi Romain, je vous coupe, mais parce que l'acheteur qui au départ s'était engagé avec vous, qui n'a pas eu son prêt, il avait négocié le prix ou pas? Non, il avait acheté au prix, à notre prix. Ouais. D'accord, donc là vous n'avez pas baissé les prix pour le moment? Non, pour le moment non. C'est ça alors. Oui, j'allais y venir justement, c'est-à-dire que donc moi la transaction que j'ai va se faire, je dis pas qu'il peut pas y avoir une petite négociation, mais globalement on est dans les prix que vous avez déterminés, c'est-à-dire je vous vois pas rabaisser le prix de la maison pour faire une vente plus vite par exemple, c'est pas le schéma. Voilà, par contre non, moi je vois pas de cause véritablement profonde, on va dire sur la non-vente pour l'instant. Je pense que c'est tout simplement conjoncturel, de ce que je vois en tout cas dans les cartes. Il n'y a pas véritablement de gros problèmes, il peut y avoir toujours des circonstances à la marge, le prix, l'état, etc. Mais je pense pas que ce soit véritablement un problème de fond karmique ou énergétique. Ou oui, vraiment, parce que parfois ça peut. Parce que des fois ça arrive, bien sûr. On est bloqué dans notre vie pour certains sujets comme cela. Donc non, moi je pense que vous pouvez continuer quand même dans cette dynamique-là. Il faut juste un petit peu de patience, un petit peu de persévérance. Vous allez peut-être avoir des faux espoirs, c'est-à-dire de certaines personnes qui vont se présenter, qui vont se rétracter ou qui ne vont pas avoir leur prêt. Comme c'est arrivé avec cette personne-là. Je pense pas que le prochain acheteur soit forcément le bon. Je pense qu'il peut y en avoir 2 ou 3 qui passent devant vous sans acheter la maison. C'est tout à fait envisageable. Mais globalement, on est quand même sur une bonne vente dans le courant, je le disais, du printemps. Voilà, donc c'est quelque chose qui va rouler, quoi. Parce que depuis ce souci avec cet acheteur, est-ce que vous avez eu au moins des visites, des touches ? Alors, on a eu 2 visites apparemment. Bon, c'est pas nous qui s'en occupons, c'est un agent immobilier. Oui. Et donc, il y a eu 2 visites apparemment, et donc on n'a pas de nouvelles. Donc, pour le moment. D'accord. Oui. Est-ce que ça peut être l'une de ces 2 visites, Romain, ou est-ce que c'est une visite qui n'a pas encore eu lieu, selon vous ? Moi, je pense que c'est une visite qui n'a pas encore eu lieu. Et je voulais revenir sur cette histoire d'agent immobilier. Je pense que vous n'êtes pas mal entouré sur ce projet, parce que des fois, ça peut être effectivement un problème dans certaines ventes, que l'agent ne fait pas son boulot ou que l'agent n'est pas forcément super top qualité. Moi, je ressens pas véritablement de problème de cet ordre-là. C'est-à-dire que voilà, qu'ils font ce qu'ils peuvent, on va dire. Voilà, c'est pas forcément le meilleur travail, mais ils font ce qu'ils peuvent. Et
je pense pas qu'il y ait de mauvaise gestion ou de mauvaises intentions du côté de la vente. C'est pour ça que je parlais de causes peu profondes qui sont très circonstancielles, très limitées dans le temps. Voilà. Donc effectivement, on n'est pas sur un schéma vraiment compliqué. Je pense que ça va vraiment se débloquer dans les mois qui viennent, peut-être même les semaines qui viennent. Voilà. Mais pour vous répondre, Trina, je pense pas que dans ces 2 visites, on ait déjà l'acheteur. Je pense qu'il se présentera un petit peu plus tard. Très bien. Bon, eh bien, on vous souhaite que tout se passe, que tout se concrétise comme Romain le ressent. Bon, c'est super. Merci beaucoup. Merci Laetitia. À bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. À vous aussi. Allez, Romain, on passe à la déesse du jour. Quelle déesse on célèbre aujourd'hui, donc le 3 mars? Le 3 mars, alors une déesse avec un nom très compliqué, donc je m'excuse par avance si je le dis mal. Pourtant, j'ai fait un peu de chinois, donc... Ah, vous avez fait du chinois? Ouais, très peu. D'accord. J'ai fait une summer school en Chine. Bravo. C'était super. Bon, alors vous devriez bien le prononcer quand normalement, mais je m'excuse auprès des gens qui pourraient me reprendre sur certaines prononciations. C'est vieux, ça fait 10 ans quand même que j'ai pas pratiqué. Alors, la déesse du jour s'appelle Shi Wangmu. À l'origine, elle est une divinité décrite dans les anciens textes chinois. Le Shanghai King est un des rares textes qui la présente comme une démone, comme un monstre à visage humain avec des dents de tigre et le corps terminé par une queue de léopard. Ah bah dis donc. Eh oui, ça présente bien déjà, voilà, on se la représente bien. Sur ses cheveux noirs en bataille, elle porte une magnifique parure de jade. À la tête des démons de la peste, elle était la déesse des épidémies, des étoiles et des châtiments. Elle résidait sur une montagne de jade située très loin à l'ouest, au-delà des sables mouvants, et habitait dans une caverne au nord du mont Kunlun, où 3 oiseaux bleus lui fournissaient sa nourriture. Ce n'est qu'au 1er siècle de notre ère qu'elle gagna ses lettres de noblesse. Désormais connue sous le nom de Reine-Mère de l'Ouest, elle régnait sur le paradis occidental des immortels, dans les monts Kunlun, où elle était servie par les filles de jade et des oiseaux à 3 pattes. Shi Wangmu est alors représentée sous les traits d'une belle femme vêtue d'habits royaux et voyageant parfois sur le dos d'une grue. Elle habite Pardon ? Ah, j'ai cru que vous me parliez. C'était pas moi. Mais j'ai pensé très fort à préciser quelque chose. Vous avez peut-être j'ai ressenti ça alors. Sur le dos d'une grue, j'allais préciser l'animal, bien sûr, pas une grue. Non, pas une vraie grue. Voilà. On est au 1er siècle de notre ère. C'est ça. Elle habite un immense palais de jade dans lequel les hommes vivent dans l'aile droite et les femmes dans l'aile gauche. Dans son jardin, Shi Wangmu cultive les pêches de l'immortalité qui libèrent de la mort tous ceux qui en mangent. Toutefois, l'arbre ne donne des fruits qu'une fois tous les 3000 ans ou même parfois tous les 9000 ans. Lorsque les pêches sont mûres, Shi Wangmu invite les immortels à un festin au cours duquel ils dégustent ses fruits merveilleux. Dans la mythologie populaire, Shi Wangmu est assimilée à Wangwu Nyang, alors je suis vraiment désolé, l'épouse de l'auguste de jade Yu Wang. Une fois par an, elle rencontre son époux, Dong Wanggong, résidant dans l'Est. Et cette rencontre symbolise l'union du yin et du yang. Ah, le fameux. D'accord. Moi, je veux bien des pêches de l'immortalité. Ah oui, dans 3000 ans. Ouais, c'est pas... Peut-être 9000 même. Mais bon, peut-être qu'on y est presque. Ah ouais, oui. À mon avis, on est en fin de cycle, il faut y croire. En fin de cycle, ce serait intéressant. On accueille Marjorie. Bonjour Marjorie. Oui, bonjour Trina, bonjour Romain. Bonjour. Bienvenue Marjorie, vous nous appelez d'où ? De Marseille. D'accord. Alors, vous faites un peu un burn-out émotionnel, on va dire. Oui, il m'a dit maternelle, mais bon. Ah, expliquez-nous. Bah voilà, j'ai eu mon 3e enfant, mon 3e garçon, il y a 3 ans et demi maintenant. Et donc à la naissance de celui-ci, j'étais très fatiguée. Déjà même pendant la grossesse, j'étais très 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 fatiguée. Après la naissance, ça s'arrangeait pas. Après, on a eu le confinement. Avec les 3 garçons, l'école à la maison, le bébé au milieu. À l'époque, j'étais encore avec le papa et lui travaillait à la maison, dans une chambre, en visio, donc il fallait pas faire de bruit. Et donc il fallait pas que les enfants fassent du bruit, mais ils pouvaient pas sortir, donc c'était un peu compliqué. Oui. Et puis depuis, je suis toujours pas remise. Plus ça va, plus je déprime, j'ai envie de rien. Voilà, j'avais plus d'envie, plus rien. D'accord. Alors, vous êtes encore avec votre compagnon ? Non, là, disons que par rapport au burn-out et tout ça, du coup, j'étais un petit peu tendue. Et du coup, lui, il vit chez lui. On est ensemble, mais il vit chez lui et je vis chez moi. Ah, d'accord. Est-ce que alors parfois, ça peut sauver des couples. On l'a déjà entendu dans les témoignages de l'émission. Est-ce que c'est bénéfique pour vous, ça ? Oui, parce que on est très attachés l'un à l'autre. On est amoureux l'un de l'autre. On voit pas tout, que ce soit lui ou moi, on voit pas notre vie l'un sans l'autre. Donc après, il avait aussi
il a vu un psychologue aussi, et il avait la dépendance affective et la peur de l'abandon. Donc voilà, je supportais tout ça. Oui. Et voilà, après j'ai dû, pendant un moment j'ai créé une addiction. J'avoue que j'ai encore un peu de mal à m'en sortir. Mais bon, voilà, là depuis quelques mois, je me suis donné un objectif au niveau du niveau professionnel. Et donc voilà, je voudrais faire une reconversion et devenir magnétiseuse, naturopathe. D'accord. Alors, forcément, pour ça, il faut que je me débarrasse de cette addiction. Lesquelles sont-elles, ces addictions que vous avez ? Après, j'ai la cigarette comme tout le monde, enfin, comme beaucoup, mais c'est... moi, non, je l'ai pas. Non, moi, je l'ai plus. Non, j'avais l'alcool aussi qui était là, et sans me mettre malade ou vraiment, pas bien, non, je restais... mais voilà, tout le temps, tous les jours... Pendant un moment, c'est ça. Alors, des fois, j'arrive à calmer. J'en prends pas pendant 1 semaine, 2 semaines, mais après, je reprends. Et voilà, dès qu'il y a quelque chose qui va pas ou que je m'énerve un peu, alors, en burn-out, on s'énerve tous les jours. Donc, Vous êtes suivi pour ça ? Non, disons que j'ai longtemps cru que j'étais en dépression. Oui. Et du coup, je me sentais pas prête à aller voir quelqu'un. Je savais qu'il fallait que je le fasse, mais je me sentais pas prête à aller voir quelqu'un. Et là, en fin d'année, je me suis sentie prête à aller voir. Et en fin de compte, c'est vrai que même le mot dépression, j'avais du mal à mettre ce mot là-dessus, parce que quand je sortais avec mes amis ou quoi que ce soit, j'étais super contente, quoi. C'était génial. Ça me faisait sortir, et voilà, de mon quotidien, de ma maison, voilà. Donc c'est pour ça que j'avais du mal à mettre le mot dépression, mais j'avais pas du tout identifié le burn-out. Vu que je ne travaillais pas, en plus, pour moi, c'était vraiment... Donc là, je voulais juste... savoir si j'allais réussir à m'en sortir et pouvoir justement commencer cette activité. En tant que magnétiseuse, donc. Voilà. Alors, Romain, je suppose que vous allez évidemment conseiller Marjorie de se faire suivre. Vous me connaissez bien. la même chose que je fais moi. Ouais. Alors, mais bon, déjà d'avoir conscience. Et ça, je voulais quand même vous féliciter, Marjorie, parce que c'est pas donné à tout le monde d'admettre qu'on a une addiction, de surcroît à la radio. Ouais, donc déjà, bravo. De le dire. Non, il faut du courage pour le dire. Oui. Romain. Non, ça fait longtemps que je l'admets, que je l'ai. Je m'en rends compte. Ça fait quand même plus d'1 an que je me rends compte que c'est là, quoi. Après, je vois des fois, je me dis c'est peut-être pas ça, parce que pendant 1 semaine, 2 semaines, j'arrive à m'en défaire. Mais bon, ça revient, voilà. Et que de toute façon, tout le temps que j'aurais pas repris une vie professionnelle et tout ça, ça sera trop facile. Mais l'admettre, c'est déjà un premier pas vers la guérison, en tout cas. Oui, effectivement. Oui. Je vais déjà répondre à votre question sur l'avenir professionnel, et puis après, on reviendra un petit peu sur ces blessures que vous exprimez là. Par rapport à cette reconversion, moi, ce que je vois, c'est que globalement, c'est très favorable, à la fois d'un point de vue voyance, mais aussi pour vous, d'un point de vue thérapeutique. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous avez effectivement ce genre de capacité, déjà un petit peu unique, pour être magnétiseur. Alors naturopathe, c'est un peu différent. Pour moi, magnétiseur, naturopathe, c'est 2 choses qui n'ont rien à voir. Donc, il faut savoir peut-être exactement dans quelle voie vous allez, ou si vous voulez faire les 2. Mais en tout cas, pour être magnétiseur, il faut déjà des qualités un petit peu innées, des choses qu'on a en nous, qui sont à la fois intuitives et à la fois une sorte d'aura de guérisseur. Donc ça, je pense que vous l'avez et que vous pouvez tout à fait vous diriger dans cette voie-là. Après, la naturopathie, pour moi, c'est autre chose qui se rapproche un peu plus de la médecine, avec des formations généralement assez longues, assez complexes. Donc, je sais pas si vous irez jusqu'au bout de cette formation. Vous êtes un peu plus sceptique sur ça. Je suis un peu plus sceptique sur cette partie-là. Par contre, toutes les disciplines intuitives qui sont de l'ordre de la guérison, de la thérapie holistique, je pense qu'elles vous sont ouvertes, Marjorie, et que vous pouvez très bien envisager une carrière dans cette direction-là et faire une très belle reconversion avec toute une réussite par la suite, une indépendance financière, etc. Et puis un épanouissement. Parce que là, je reviens un petit peu à ce que vous disiez, vos addictions, vos blessures, etc. Quand on est thérapeute, et je le sais bien, puisque je le
suis, on se guérit aussi soi-même. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment très important de s'épanouir dans sa propre activité. Donc peut-être dans votre projet, effectivement, cernez bien exactement ce que vous voulez faire. Moi, le magnétisme, je dis oui. La naturopathie, je sais pas trop, à voir. Mais peut-être il y a aussi d'autres disciplines que vous allez découvrir avec le temps qui vont vous intéresser et vous allez rajouter des cordes à votre arc progressivement. C'est généralement comme ça qu'on se construit un parcours thérapeutique. Et je pense que ce parcours-là, professionnellement, vous êtes tout à fait ouvert sur les mois et les années qui viennent. Donc voilà. Après, il y a toujours la peur de se lancer, la peur de mal faire, etc. Donc ça, c'est des peurs qu'il faut aussi dépasser, mais qui font plutôt référence à nos blessures profondes plutôt qu'à des réalités concrètes. Voilà, on est un petit peu sur ce schéma-là. Est-ce que vous aviez une question sur votre compagnon aussi ou pas du tout? Non, là, non, c'était plutôt le professionnel. Oui. D'accord, ok. Non, je ne me pose pas de questions là-dessus. D'accord. Non, parce qu'on a parlé de votre couple. Alors je me disais, est-ce que vous aviez une question peut-être là-dessus, voilà. Non, mais par rapport aux blessures, peut-être pour les addictions de Marjorie, est-ce que vous ressentez des choses qui pourraient peut-être l'aider? Alors, généralement, les addictions, c'est plutôt lié à une forme de blessure d'abandon qui a été soit très peu traitée, soit inconsciente, soit maltraitée d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, vous en parliez en plus tout à l'heure. Oui. Alors c'était pas la vôtre, mais je pense que vous l'avez aussi. Après, à différents degrés, ça peut se traduire par des formes d'addiction parce qu'on va chercher une sorte de complément à un vide qu'on a en nous qui est lié à une blessure d'abandon. Donc effectivement, ça peut être un travail à faire déjà d'en prendre conscience. Vous le disiez, Trina, qu'effectivement c'est très juste. Généralement, les blessures se guérissent à peu près d'elles-mêmes quand on en prend conscience. Ce qu'il faut surtout pas, c'est être fermé à ça. Et puis ensuite, vous le disiez aussi, Trina, je recommande souvent aux gens d'être quand même suivis, surtout quand on a fait des burn-out ou des choses comme ça, par un thérapeute de votre choix. C'est pas forcément une psychanalyse qui prendra des années. Ça peut être des thérapeutes divers et variés qui vous conviennent, mais qui sont effectivement dans un suivi thérapeutique avec vous, que vous soyez pas seul face à ça, parce que ça creuse des blessures émotionnelles, peut-être même des blessures karmiques, et forcément c'est des choses qui peuvent ressortir après dans votre vie à différents moments et entraîner des rechutes et entraîner certaines rechutes ou certains échecs. Voilà, donc c'est vraiment dommage parce que comme vous le disiez, Trina, Marjorie en a tout à fait conscience, donc c'est dommage de ne pas les travailler plus en profondeur. J'espère que vous avez entendu le message, Marjorie. Non, j'ai très bien entendu et j'ai même identifié la blessure, la blessure d'abandon, d'où elle vient, de quand elle vient. C'est super, d'accord. C'est déjà un très beau travail. Ça fait longtemps que ça fait longtemps que je l'ai identifié. Oui. Mais je suis toujours en colère, et ça s'évanouit pas pour autant. Est-ce qu'on peut savoir? On respecte si vous voulez pas en parler. Hein. Disons que c'est à 17 ans, j'ai avoué à ma maman que son partenaire, qui était mon beau-père à l'époque, avait eu des attouchements sur moi quand j'étais jeune. Et du coup, elle m'a dit, j'aime pas les menteuses, tu dégages, elle m'a viré. Ça, c'est typiquement. Là, on a le double en plus, parce qu'on a l'abandon et la trahison. Donc, on a deux grosses blessures qui se. Donc, vraiment à surveiller et à travailler. Et par rapport à ce traumatisme-là aussi, par rapport à ça, il vous faut un suivi aussi. Vraiment. Non, ça parce que j'ai réussi à. Je pense, c'est pas ça. Moi, c'est plus la réaction de ma mère par rapport à ça qui m'a blessée. Oui, on comprend. Quand je lui ai avoué, parce que lui, j'arrivais à le voir après et lui dire que. Voilà, c'était lui le fautif et pas moi, et que j'étais. Voilà, exactement. Je suis sortie de ce rôle de victime là. C'est très bien. À ce niveau-là. Mais avec ma maman, non, par contre. Oui. Donc il y a peut-être un travail à faire par rapport à ça. Il y a un travail autour de la mère. Ouais. Autour de la mère, un travail de pardon et un travail de guérison de ces deux blessures que moi j'identifie, l'abandon et la trahison, qui sont des blessures assez importantes à traiter. Merci beaucoup pour votre témoignage. Avec un thérapeute. Oui, avec un thérapeute. De préférence, oui. Prenez soin de vous, donnez-nous de vos nouvelles, Marjorie. Merci. À bientôt, merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio si vous voulez poser vos questions à notre voyant médium et coach de vie, Romain, et être éclairé sur votre avenir. 0826 300 300, on vous attend. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Macdin. De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Il vous reste 10 minutes pour nous rejoindre avant les vraies voix. 0826 300 300, c'est le numéro du standard et on vous attend. On accueille Irène. Bonjour Irène. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Trina, bonjour Romain. Bonjour. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Merci à vous. Vous nous appelez d'où, Irène? Des Pyrénées-Atlantiques. Très bien. Donc vous êtes un peu à la croisée des chemins. Hein. Oui, c'est exactement ça. J'ai effectivement vécu des choses assez récentes et un petit peu moins récentes, mais quand même récentes d'événements
de proches qui sont partis, de changements radicaux, on va dire, de santé également. Et il est vrai que il y a une remise en cause et une prise de conscience qui se fait, au niveau sur tous les plans d'ailleurs, au niveau professionnel plus particulièrement. Avec un souhait de, comme tout à chacun, à un moment donné, on fait le point sur sa vie et puis on se dit mais finalement je n'ai pas osé faire ce que je voulais faire finalement. Il est peut-être temps et puis ça s'impose un petit peu comme une évidence, voilà. Donc je suis quelqu'un un peu comme la candidate précédente, quelqu'un de très intuitive également et quelqu'un de surtout très créatif puisque je m'intéresse et je suis une grande passionnée d'art, voilà. D'accord. Et donc, dans ma carrière, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai travaillé effectivement dans la communication, l'événementiel, les médias également, mais aussi sur de l'accompagnement à la personne, dans l'emploi et dans d'autres secteurs également, voilà. Donc là, c'est un petit peu un point d'interrogation avec certaines envies. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je voulais avoir un avis supplémentaire, un conseil. D'accord. Alors, ça fait combien de temps que vous sentez cette remise en question un peu professionnelle ? On va dire là, ça fait une petite année que c'est quelque chose qui s'impose réellement. J'ai déjà eu cette remise en question avant, mais elle n'était pas aussi évidente, elle s'imposait pas de la même façon. Et là, c'est vrai que c'est devenu quelque chose de vraiment, je peux pas faire machine arrière. Est-ce que c'est quelque chose que vous n'expliquez pas ou est-ce que c'est consécutif à quelque chose dans votre vie qui vous a amené à vous sentir comme ça aujourd'hui ? Oui, je pense que mon moteur a toujours été finalement lié à l'enfance, lié à mon plus jeune âge où j'étais quand même, j'ai toujours été une créative, j'ai toujours aimé certains domaines d'activité, notamment l'art, etc. Avec un don que j'ai aussi, inexploité, on va dire. Et c'est vrai que comme tout à chacun, on travaille pour gagner sa vie, on fait avec, on va dire. Et puis à un moment donné, même si je ne mets pas le couvercle sur ce que j'ai fait, qui est une vie passionnante parce que j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie, c'est vrai que c'est quelque chose d'intrinsèque, quelque chose qui s'impose. D'accord. Ouais. Alors, c'est très joliment expliqué, en tout cas, c'est passionnant même. Romain. Alors, moi, ce que je vois pour vous, c'est effectivement deux grands pôles, on va dire en vous, qui doivent être absolument exploités. C'est le côté thérapeutique, déjà, et le côté créatif. Voilà. Oui. Alors, quand je dis créatif, je dis pas forcément artistique. Je dis la capacité de créer des nouvelles choses et d'inventer des nouvelles choses, etc. Exactement. Voilà, on est plutôt... Donc, il faut que vous partiez dans une voie, et moi, c'est ce que je vois pour vous, si on revient à de la voyance pure, une dynamique qui combine les deux. Et on peut même combiner les trois avec la communication, parce que dans certains métiers thérapeutiques, on est à la fois thérapeute, on est beaucoup dans la communication parce qu'on est dans l'accompagnement à la personne, dans l'aide, dans la guidance, etc. Et on est très créatif parce que c'est des méthodes qui sont pas forcément toujours validées, on va dire scientifiquement. Donc voilà, c'est irrationnel. Voilà, il y a beaucoup de spiritualité là-dedans aussi, et je sens que vous l'êtes aussi. Vous êtes ouverte à cette forme de spiritualité-là. Donc je pense que vous devriez effectivement vous orienter dans une direction thérapeutique, mais qui englobe ces deux autres aspects, le côté créatif où vous avez une autonomie, une liberté d'action. Comme quoi alors comme ce que je fais moi, par exemple. Par exemple, énergéticien ou magnétiseur ou ou tous les types de thérapeutes holistiques, hypnothérapeutes, tout ce que vous voulez. On a vraiment cette dimension créative parce que dans les thérapies holistiques dites alternatives, on a énormément de choix. Là, il faut vraiment juste choisir, parce qu'on peut faire énormément de choses. Mais c'est le bon chemin, selon vous, Irène, moi c'est ce que je vois pour elle, bien sûr. C'est super. On est vraiment sur un chemin qui est très favorable pour vous. Effectivement, vous parliez de dons tout à l'heure, vous avez des prédispositions et des dons pour faire ce genre de choses-là, donc il faut vraiment y aller à fond. Moi, je vous encourage à le faire. Bon. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué, d'où mon questionnement, on va dire, parce que effectivement, pour avoir accompagné des centaines et des centaines et des centaines de personnes sur différents niveaux,
c'est vrai qu'à un moment donné, on se trouve face à ses propres aptitudes et capacités. Au-delà d'une question de légitimité, c'est vrai que voilà, il est question après de se lancer. C'est ça, c'est pas facile. Selon vous, Romain, très rapidement, parce qu'on arrive en fin d'émission, dans combien de temps ça peut se concrétiser pour Irène? Moi, c'est plutôt du court moyen terme, c'est-à-dire entre 1 et 3 ans, quoi, quelque chose comme ça. Entre 1 et 3 ans, le temps de se former correctement, de se mettre en place, de choisir une discipline et d'évoluer. Merci beaucoup, Irène, d'avoir été avec nous. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt, merci. Merci Romain. Vous aussi, merci à bientôt. À vous, Trina. À Merci bientôt, d'avoir été avec nous. Lundi, c'est notre coach intuitif Alexandre Delevanne qui répondra à toutes vos questions et on s'intéressera au fameux 6e sens. Et je vous donne rendez-vous dimanche à 18h pour le meilleur de Sud Radio. Bonsoir mon cher Philippe David. Bonsoir ma chère Trina, bonsoir mon cher Romain. Bonsoir. Quel est le menu des vraies voix? Le menu va être copieux pour conclure la semaine. Là, c'est entrée, plat, fromage, dessert. Tout ce qu'on aime. Café, pousse tisane. On va commencer par de la politique pure et dure. C'est la une du magazine L'Incorrect qui fait scandale. Le chef des jeunes LR avec le chef des jeunes RN et le chef des jeunes Reconquête. L'union des droites peut-elle se faire par la jeunesse? Ils appellent à l'union des droites. Alors ça fait franchement pas l'unanimité. Éric Zemmour a trouvé que c'était génial, mais Xavier Bertrand a dit ce matin qu'il était temps d'arrêter les conneries. Vous voyez quand même que les approches, et demande même d'exclure Guillaume Carayon, de mettre à l'écart le patron des jeunes LR qui était chez nous d'ailleurs il y a quelques jours. Est-ce que pour vous l'union des droites ça va se faire un jour ou l'autre, ou ça ne se fera jamais par la jeunesse ou avant? On attend vos réactions au 0826 300 300. 18h30, le coup de projecteur. Emmanuel Macron est en ce moment en Afrique, tournée africaine. Alors il s'est pris une fin de non-recevoir hier par Mohamed VI, le roi du Maroc. Il a dit que nos relations étaient parfaites et Mohamed VI a dit exactement le contraire. C'est ce qu'on appelle un gros tacle pour les amateurs de football. Et sur l'ambassade de France à Kinshasa, en République démocratique du Congo, qui fait partie des pays où va le chef de l'État dans sa tournée africaine, c'est des hashtags Macron dégage qui ont été les plus vus hier soir et la nuit dernière sur Twitter. Twitter francophone. Donc on va poser la question, Emmanuel Macron est-il le président le plus détesté de la 5e République? On connaît votre avis? Non, on ne le connaît pas. Alors vous allez nous appeler au 0826 300 300, au datant vos appels. À tout de suite.